Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à Frédéric, merci à Lucille et à Félix pour leurs premières interventions. Donc effectivement, je vais essayer d'aller un petit peu plus dans le détail de ce que pourrait être une armée qui répond et qui se montre réactive et proactive par rapport au changement climatique et qui pourrait commencer à proposer des solutions. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que déjà, la première chose, c'est que les armées ont une vocation euh, écologistes dans leur mission même, puisqu'ils sont dans une interaction avec absolument tous les éléments, que ce soit évidemment la terre, les mers, les océans, mais aussi l'air, et ils sont en train de recueillir les premiers signaux du réchauffement climatique. Je pense notamment aux effets de cisaillement en Atlantique Nord qui créent des vrais problèmes pour les avions cargo. Il y a également la salinité de l'eau qui encrasse un certain nombre de turbines, notamment dans le golfe d'Aden, où un certain nombre de frégates britanniques notamment, mais aussi françaises, ont connu des problèmes techniques majeurs. Donc les équipements les plus solides sont en train déjà d'être mis à l'épreuve et déjà des réflexions sont conduites par les armées. Donc le réchauffement climatique en fait est en train de modifier considérablement le spectre des missions, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement d'être opérationnel et d'être projeté pour aller accomplir une mission, mais il faut accomplir la mission dans un contexte de réchauffement climatique que je viens vous décrire. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et sur lequel je reviendrai. Donc aujourd'hui, on a effectivement des armées qui sont en train de réfléchir à une nouvelle politique de défense qui prend en compte le réchauffement climatique. Cela étant dit, on a des effets effectivement majeurs dans le cadre de la conduite des opérations, mais on a quand même des constantes qui vont rester et qu'il va falloir prendre en compte. J'y reviendrai, notamment la lutte contre le terrorisme, la guerre de haute intensité, ça a été dit tout à l'heure par Lucille, le contexte de rebipolarisation du monde, il faut le prendre en compte également. Donc il va falloir effectivement garder des moyens, mais probablement reconsidérer la manière dont ils sont employés et avoir un contrôle beaucoup plus important du citoyen et évidemment du Parlement. Mais si un gouvernement écologiste venait au pouvoir, il doit être également conscient du contexte dans lequel il arrive et notamment de ce qu'il a et de ce dont il hérite. Donc la première chose, vous le savez tous, hein, c'est que alors si la République écologique est amenée à être instaurée, on aura probablement des changements, mais on a une cinquième République dans laquelle le président de la République a absolument tous les pouvoirs, ou quasiment, notamment sur l'emploi des forces, sur la responsabilité du feu nucléaire également. On a un Premier ministre qui conduit ces décisions et on a un Parlement qui est associé uniquement après 4 mois d'une opération et il est simplement tenu informé. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, on a des chiffres. On a aujourd'hui 48 milliards, c'est important de savoir, on a 48 milliards, 46 sont dévolus à la préparation, à l'emploi des forces, 46 à l'emploi, à la préparation et à l'emploi. Sur ces 48 milliards, on a 154 millions qui sont dévolus à la recherche duale, notamment sur les énergies renouvelables, à cheval entre le civil et le militaire. Ensuite, on a des forces déployées. On a des forces, on a 13 000 militaires sur le territoire national et on en a à peu près 20 000 en opération, que ce soit des forces prépositionnées, c'est-à-dire dans des territoires souverains, dans des forces qui sont stationnées dans des territoires de département ou des territoires d'outre-mer, et également en opération, que ce soit Barkhane, on en a 5 000, ou dans les opérations maritimes, on en a quand même 5 000 sur aujourd'hui, soit les sous-marins, soit des frégates qui sont dans diverses opérations sur les différents continents. Il faut savoir également que l'urgence écologique, elle fait aujourd'hui l'objet d'un vrai travail de réflexion. Il y a déjà des choses qui sont en cours. En 2030, par exemple, les armées veulent que 50% de leurs véhicules non opérationnels soient propres. En 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, on aura 2000 hectares de fermes photovoltaïques pour pour l'électricité notamment et l'énergie des bases militaires. En 2025, les armées souhaitent diminuer de 40% leur consommation énergétique. Ils veulent également des avions, des véhicules de combat hybrides pour 2030
et ils veulent qu'au moins 5% de leurs biocarburants soient propres, ce qui est quand même assez peu par rapport, ça a été dit tout à l'heure, un certain nombre d'opérations et d'études qui sont conduites notamment dans les armées anglo-saxonnes. Maintenant, effectivement, cela est un peu le contexte, mais il faut effectivement conduire une doctrine, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va employer les forces dans un contexte de réchauffement climatique. Alors déjà, qu'est-ce qu'une doctrine? Une doctrine, c'est tout ce qui permet de conduire la guerre. C'est tous les préceptes, les idées qui sont évaluées et mises en œuvre de manière très, très réfléchie pour chaque niveau. Il y a 3 niveaux dans la guerre. Il y a le stratégique, qui est du politique, on a l'opératif et on a le tactique. Donc à ces 3 niveaux-là, vous avez une doctrine d'emploi. Comment on va faire la guerre? Quels moyens on va utiliser? Qu'est-ce qui constitue la matrice aujourd'hui de cette doctrine? On a 2 documents majeurs. C'est le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, dont le dernier a été édité en 2013, et on a une revue stratégique qui a été demandée par le président Macron en 2017, qui demande à réévaluer les différentes menaces et la manière d'y répondre. Dans ces 2 documents, hélas, il n'y a que très très peu de place à la question du réchauffement climatique. J'y reviendrai plus tard. Face à évidemment ce manque, il y a des propositions à formuler. Donc, on a une doctrine française qui est construite autour de 5 grandes fonctions. On a la connaissance et l'anticipation, qui est le renseignement. On a la dissuasion, on a la protection, la prévention et l'intervention. Je vous les cite parce que c'est tout à l'heure autour de ces domaines-là que je vous proposerai un certain nombre de ruptures, ou en tout cas de changements de philosophie pour un gouvernement écologiste. Donc évidemment, sans surprise, la clé de voûte de la stratégie française, ça reste la dissuasion nucléaire, ça reste pour le politique la garantie de sécurité, de la protection et de l'indépendance de la nation. Alors on peut remarquer quand même quelque chose d'important, c'est que durant la primaire du pôle écologiste, personne ne revient dessus, en tout cas sur le court terme. On cherche à en sortir, mais à l'évaluation du contexte global, personne n'a dit je sors immédiatement. Par contre, face à cela, on a effectivement des propositions pour soit travailler avec les Allemands sur un double chapeau, une double commande autour de la dissuasion nucléaire, ou alors la mise en œuvre d'une politique de promotion du TIAN pour sortir totalement de la dissuasion. Moi, je ne me situe pas dans le niveau politique, je me situe dans le niveau militaire, opérationnel, qui fait en fonction des moyens qu'il a. Ensuite, on a une nouvelle menace, qui est la menace cyber, qui est de plus en plus installée, qui est une menace au moins aussi importante que le terrorisme, donc, et sur lequel on pourra également construire des choses intéressantes, j'y reviendrai. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'on doit garder? On a un modèle d'armée qui est censé nous garantir une crédibilité internationale. Ça, c'est le truc depuis De Gaulle. Il faut qu'on ait une crédibilité. On a un siège aux Nations Unies, donc on doit avoir une armée qui est capable d'entrer en premier dans un conflit, qui est capable d'être nation cadre. Donc ça, c'est très important pour aujourd'hui. Je vous donne la situation telle qu'elle est. Ensuite, on a un modèle, ce qu'on appelle un modèle d'armée complet, c'est-à-dire qui a absolument à sa disposition toutes les nouvelles technologies. Donc, est-ce que c'est toujours pertinent à l'heure où on doit rechercher le partage de fardeau, comme ça a été dit tout à l'heure, notamment au niveau européen? Ensuite, on a un contexte stratégique. On a des menaces, on a une rebipolarisation du monde entre les États-Unis et la Chine. Et je vais faire un petit point notamment sur le risque que le changement climatique et les économies vertes que mettent en place les Américains et la Chine risquent de déboucher sur des conflits et sur une nouvelle recherche de leadership entre ces 2 grands pôles. Donc, il faut en prendre compte. Il y a une course aux métaux rares, exactement comme il y avait une course autour des énergies fossiles. Il y a déjà une course sur les métaux rares. La Chine a des terres rares sur lesquelles elle joue pour faire basculer ou pour déstabiliser son rival américain. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte également dans notre doctrine. La doctrine militaire d'un gouvernement écologique, selon moi, elle pourrait d'abord avoir comme priorité l'adaptation. L'adaptation, c'est quoi? C'est
comment est-ce qu'on transforme les armées à l'aune de la rareté et de la finitude des ressources. Donc, ça a été dit tout à l'heure par Félix. Il y a un changement de paradigme total à avoir, notamment sur le pétrole, sur les carburants. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une armée, lorsqu'elle se dépasse, ne part pas avec son carburant. Elle va chercher le carburant au plus près de son théâtre d'opération. Et ça, c'est quelque chose qui rend les armées extrêmement vulnérables, d'une part, et qui évidemment participe à la politique extractiviste, notamment des pays du Golfe ou en Afrique. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être inscrit dans la doctrine militaire, c'est sortir évidemment de la dépendance aux énergies carbonées. Comme je vous le disais, il y a effectivement des nouvelles technologies qui sont en train d'être mises en place. Et sur la Chine, sur les énergies non carbonées, les armées devront évidemment cartographier là où ils devront aller chercher les ressources pour aller continuer leurs opérations. Donc, ça demande de cartographier effectivement lorsque on est en Afrique ou au Moyen-Orient. Est-ce que je peux aller chercher une énergie qui est propre, dont je vais avoir besoin? La réponse est non. Par conséquent, il y a un effort technologique à faire pour, sur les véhicules, avoir une énergie propre et qui me permet d'être autonome et qui me permet d'être beaucoup plus sobre. Ensuite, il y a les moyens qui seront mis pour aller chercher des énergies. C'est le cas notamment en ce moment auprès de l'ONERA. Beaucoup de moyens sont mis pour travailler sur les systèmes de propulsion électrique pour les avions, pour les aéronefs, pour les avions de combat, pour sortir du kérosène. Pour le fantassin, il y a aussi des recherches qui sont réalisées pour pouvoir travailler sur des piles propres, mais qui utilisent du lithium. De toutes les manières, il y a aujourd'hui un certain nombre d'études qui sont menées, un certain nombre de projets, de programmes qui sont menés, et ça, c'est quelque chose vers lequel il va falloir tendre de plus en plus. Le deuxième axe sur lequel il faut travailler, c'est l'anticipation, le renseignement. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, que j'ai remarqué, que je ne savais pas, c'est que la corrélation entre le changement climatique et les conflits n'est pas établie de manière empirique. Le réchauffement climatique, à l'heure où on parle, n'a jamais déclenché de conflit. Par contre, c'est un accélérateur. C'est que lorsqu'une zone est fragile ou est-ce qu'elle est vulnérable, le réchauffement climatique va accélérer la région dans un conflit de nature sociopolitique, économique. Évidemment, les migrations, on connaît à peu près tous les conséquences. Donc, le renseignement, c'est un élément primordial pour pouvoir prévenir et pour pouvoir nous indiquer là où, effectivement, les choses risquent de s'envenimer très vite. Donc, il faut garantir que l'outil de renseignement d'un gouvernement écologique ou d'une armée écologique puisse détecter les effets, mais aussi avoir des expertises, notamment sur le plan sanitaire, puisque les risques santé, on l'a vu avec la pandémie, n'ont pas été détectés et ont créé des effets terribles. Donc ça, il faut qu'il y ait une vraie expertise dans le domaine du renseignement et une expertise météorologique qu'on n'a pas aujourd'hui. Elles existent, elles sont éparpillées dans les armées, mais le renseignement ne travaille pas suffisamment aujourd'hui sur la partie météorologique. Ensuite, on a les menaces qu'on connaît, qu'il ne faut absolument pas quitter, selon moi, la lutte contre le terrorisme, la contre-prolifération, évidemment, la contre-ingérence, le contre-espionnage, la lutte contre la criminalité organisée, la protection de nos intérêts économiques. Tout ça doit demeurer également une priorité et une mission importante de l'anticipation. Ensuite, on a la prévention, c'est le troisième axe. Là, on doit faire travailler la coopération. C'est là où la coopération joue son rôle et c'est là où également la société civile peut être beaucoup plus associée à l'effort, entre guillemets, de défense. Alors, la coopération entre militaires et militaires, ça on la connaît, mais la coopération civilo-militaire, elle existe, mais elle reste très anecdotique et très en marge des opérations. Il va falloir lui donner une place beaucoup plus importante. Sur quoi on s'appuie? On s'appuie sur nos forces de souveraineté qui sont dans les territoires et départements d'outre-mer. On peut travailler avec les sociétés civiles qui y sont et qui ont déjà une expertise et une connaissance. On peut travailler sur la résolution des conflits
là où la prévention des conflits, là où les, les, les forces sont installées, en renégociant nos accords de défense, c'est-à-dire que dans chaque pays souverain dans lequel les armées françaises sont, il faut renégocier les accords de défense pour y intégrer cette donnée, c'est-à-dire l'association des civils pour la prévention et la résolution des conflits et pour mieux les voir venir. Ensuite, on a, je crois, ça a été dit tout à l'heure, la relation qu'on a avec les anglo-saxons. Moi, je pense qu'elle ne sera plus ce qu'elle a été. Enfin, en tout cas, ce qu'elle aurait pu être jusqu'à présent. Je pense qu'il va y avoir un effet AUKUS durable. Les pays anglo-saxons travaillent déjà de manière très, très sophistiquée, très élaborée, très approfondie sur la question écologique. Les Anglais ont créé un travail très important dans lequel les Français ne sont pas associés, auquel les Français ne sont pas associés. Donc, il va y avoir un noyau anglo-saxon sur la question écologique et il faut en tenir compte. Ce qui m'amène évidemment à discuter du niveau européen. Donc, il va falloir créer probablement un noyau de pays volontaires pour créer cette défense européenne autonome. Bon, quels sont ces pays? Moi, je pense qu'il faut travailler évidemment avec les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les pays, je pense notamment aussi à la Finlande, qui fait partie des 27, on a tendance à l'oublier, mais qui est au contact de certain nombre de menaces et qui serait probablement prêt à travailler sur une défense autonome. Et pour moi, la thématique qui pourrait fédérer, c'est la cybersécurité. On ne pourra pas aller au-delà. Je pense que la cybersécurité peut être la première brique de la défense autonome et d'une démonstration d'indépendance vis-à-vis du parapluie américain et du parapluie de l'OTAN. Donc, il va falloir travailler évidemment sur les modalités avec les Allemands de cette défense autonome. Sandrine Rousseau l'a dit pendant la primaire, il ne faudra pas que la défense européenne soit un outil au service de la politique interventionniste de la France sans contrôle démocratique. Il faudra également, comme l'a dit Yannick Jadot, travailler à ce que les forces européennes soient également des forces, et d'abord et avant tout des forces de paix. Ça reste important. Mais aujourd'hui, on ne peut pas sortir de la relation transatlantique immédiatement parce que les menaces sont là, les menaces réelles sont là, et on a pour l'instant une interopérabilité avec les Américains. Et l'OTAN nous a un petit peu phagocyté notre liberté en nous obligeant à travailler dans ce cadre otanien qui est notre cadre idéal finalement d'opération. Et ça, il va falloir en sortir progressivement. Et je pense que la cybersécurité peut être un lien intéressant. Ensuite, sur l'intervention, je vais parler rapidement. Sur le plan opérationnel, aujourd'hui, il y a beaucoup d'armes qui sont disponibles, mais qui sont une nouvelle fois des armes qui sont à la marge. Je pense notamment au génie. Le génie, c'est celui qui vous permet de franchir, qui vous permet de restaurer de la mobilité, c'est celui qui permet d'agencer l'espace terrestre. Compte tenu des catastrophes qui sont annoncées, notamment les catastrophes naturelles, c'est une arme qu'il va falloir mettre beaucoup plus en avant et à laquelle il va falloir donner des moyens supplémentaires. Ensuite, il y a les unités de logistique aussi qui sont toujours un peu en marge. C'est celles qui permettent d'approvisionner, c'est celles qui permettent de soigner, c'est celles qui permettent également de dégager les axes de circulation. Donc voilà aussi une fonction qu'il va falloir garder. Pour les catastrophes industrielles, on a ce qu'on appelle les unités NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique, qui ont une spécificité, une expertise qui permet d'arriver en premier et soit dans un cadre de prévention ou alors après une catastrophe, de prendre en main et d'organiser la survie à des catastrophes de ce type-là. Ça aussi, c'est une unité dans une doctrine militaire écologiste à laquelle il va falloir donner une place beaucoup plus importante. Le service des santé des armées, évidemment, un outil important, sous-doté aujourd'hui, qu'il va falloir revaloriser. Ensuite, vous avez le maintien de la paix. Alors, quand on parle de maintien de la paix, dans un cadre onusien, c'est évidemment les casques bleus et des règles d'engagement spécifiques, des règles d'engagement du feu. Il va y avoir probablement, ça a été vu avec un certain nombre de catastrophes naturelles, des scènes de pillage, des scènes de bandes organisées, et ça, il va falloir y faire face, notamment dans les pays les plus fragilisés, où je vous disais tout à l'heure, les choses risquent de très, très rapidement déraper. Donc là, il va falloir avoir une capacité
de travailler en zone urbaine, c'est une spécificité militaire très particulière. Le travail en zone urbaine, c'est quelque chose qui s'apprend. Comment est-ce qu'on est dans une ville, comment on organise. Ce n'est pas un travail de police, ce n'est pas un travail de pompier. Compte tenu de l'intensité, compte tenu de la sécurité, de l'insécurité qui va être de plus en plus la norme, malheureusement, la capacité de combat et la capacité de maintenir la paix en zone urbaine sera une capacité importante. Ensuite, je vais parler des capacités. Donc, les capacités, c'est les armes. Aujourd'hui, se pose une question, et je rejoins la question du nucléaire, c'est qu'on a, on a une armée, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est une armée complète avec des outils et des armes à haute valeur technologique, extrêmement énergivores et très vulnérables lorsqu'elles sont soumises aux aléas climatiques et qui se durcissent. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est a-t-on besoin aujourd'hui, compte tenu de nos nouvelles menaces, qui sont en plus des menaces asymétriques. Très honnêtement, je ne crois pas aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé en Afghanistan, en Libye, en Irak, ou au Sahel, qu'on puisse gagner une guerre déséquilibrée, c'est-à-dire où on a la puissance technologique et où l'ennemi, entre guillemets, ne l'a pas. Est-ce qu'on la gagne? La réponse est non. La réponse est non, donc il va falloir probablement, là aussi, réévaluer, donner à la doctrine cette granularité beaucoup plus, entre guillemets, humaine, probablement low cost aussi sur le plan technologique, beaucoup plus sobre, moins énergivore et avec un biais civil, ou en tout cas y associer une dimension civile beaucoup plus importante qui permettrait de prévenir et de résoudre les conflits. Tout ça pour vous dire en un seul mot que la question de la capacité technologique est posée. Avoir des armes de haut niveau, compte tenu du réchauffement climatique, n'est probablement plus pertinent. Ensuite, je finirai rapidement par quelques questions très, très larges et sur lesquelles j'aimerais avoir vos avis. C'est finalement la question de la doctrine pose la question de quel État au sens large on veut. Est-ce qu'on veut quelque chose qui est de l'ordre de l'État léviathan qui gère absolument tout, ou est-ce qu'on laisse un espace de liberté à des principes aussi d'autogestion, c'est de l'accepter, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des communautés, c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays, je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais vous avez certaines zones, notamment en Afrique, où la question sécuritaire peut être gérée par le principe d'autogestion ou par des relations entre communautés sur des thématiques très précises. Je pense notamment à la question agricole, je pense à la question sanitaire ou à la question de l'éducation. Ces trois thèmes-là, pour en prendre que trois, sont des thématiques qui peuvent dégénérer sur des conflits beaucoup plus ouverts. Donc, ça reste une thématique, une idée qu'il faut également intégrer. Ensuite, la deuxième question pour terminer, c'est évidemment, et qui rejoint la première, c'est la dimension supranationale. Est-ce qu'aujourd'hui, une défense stato-centrée est la plus à même de répondre aux défis des enjeux climatiques? Je ne crois pas. Je pense, ou en tout cas pas la seule. Je pense qu'il va falloir une dimension beaucoup plus large qui doit permettre de nous intégrer dans un processus beaucoup plus vertueux, beaucoup plus horizontal, et qui permet également de donner la voix à ceux qui ont aujourd'hui des solutions, mais qui ne sont absolument pas écoutés. Donc, je crois vraiment que la question de la défense doit s'ouvrir, ne doit plus être un silo fermé. Tout à l'heure, on a parlé évidemment des questions de sensibilité ou de confidentialité des données pour les processeurs. C'est exactement le type de situation dans laquelle il faut sortir. Les armées britanniques sont très transparentes sur leur bilan carbone. Elles le publient de manière publique. Vous pouvez le trouver sur Internet sans aucun problème. Ça, c'est quelque chose dont il faut sortir, notamment en France où on a ce silotage de l'information. Voilà à peu près ce que je voulais dire et j'espère que je n'ai pas été trop long.